on va passer aux 3 infos du jour. Et on va revenir sur cette histoire qui avait fait énormément réagir. Est-ce que vous vous rappelez, à Rennes, cette maman de 48 ans qui a été accusée d'avoir privé son enfant de 14 ans de soins, d'alimentation, encore d'éducation, puisqu'il n'était pas scolarisé. Et on l'avait reçu ici, la maman. C'est lorsqu'elle a amené son fils aux urgences il y a quelques mois après un malaise que les médecins ont sonné l'alerte. Il ne pesait que 25 kilos. À 14 ans, sa maman, donc Stéphanie, est passée au tribunal hier. Elle a été condamnée à 2 ans de prison avec sursis, ainsi que le retrait définitif de l'autorité parentale. Vous allez nous expliquer ce que ça veut dire, Gilles, parce que vous êtes le seul qui avait travaillé sur ce sujet, je crois. Non, Jacques aussi. Tu peux. Pascal. Eh ben moi j'ai été prévenue il y a 1 minute avant d'entrer sur le plateau que je faisais TPMP. Normalement je vais pas faire, donc moyen. Je dis la vérité. Je suis pas la prof d'histoire géo, moi. Non mais je dis la vérité. C'est pas la peine de m'embrouiller. J'étais chez le CPE, j'ai dormi chez ma grand-mère. C'est la vérité. Non mais t'étais trop. Mais je connais cette histoire. Trop occupé à être sur une île déserte avec Jacques Cardoz et Gilles Verdez. Allez. Regarde. Non, mais je la connais bien. Après une alerte donnée par un centre hospitalier, les Français découvrent en 2022 l'histoire d'un adolescent qui vit reclus avec sa mère. C'était des conditions insalubres, quasiment sans lumière, un enfant cloîtré dans sa chambre. Une mère de famille soupçonnée de maltraitance envers son enfant, un enfant qui n'est ni scolarisé ni suivi médicalement et qui souffre d'un retard de croissance. L'adolescent qui pesait seulement 25 kilos. Mais alors que sa mère, qui était poursuivie pour soustraction à ses obligations légales et privation de soins, peinait à comprendre les accusations dont elle faisait l'objet. Tout ce qu'on raconte, c'est vraiment tellement diamétralement à l'opposé de notre vécu. Le tribunal de Rennes a décidé de la condamner hier soir, alors quelle a été la sanction prononcée? On en parle ce soir dans TPMP. On en parle ce soir dans TPMP avec Gilles Verdez notamment. Elle risquait 7 ans de prison, donc on peut dire qu'elle s'en tire bien parce qu'elle a 2 ans avec sursis. Mais néanmoins, elle n'aura plus jamais l'exercice de l'autorité sur l'enfant. Ça veut dire que l'enfant est maintenant placé, il est dans un foyer et elle ne peut plus exercer la moindre autorité que les juges ont jugé préjudiciable à l'enfant. C'est-à-dire que pour les juges, elle est dangereuse pour cet enfant. Qu'est-ce que ça veut dire donc qu'elle a été le retrait définitif de l'autorité parentale? Elle n'a plus aucune responsabilité à exercer envers l'enfant. Donc c'est-à-dire il peut habiter avec elle, mais... Ah non, il est en foyer. Non, elle est déchue totalement. Il est placé en foyer d'ailleurs depuis le début de l'affaire. Elle avait été jugée dangereuse pour lui. Il était extrêmement amaigri, aucune vaccination. Mais parce que quand il avait l'air content d'être avec sa maman. Alors, donc c'est ça que je on a jugé qu'il n'était peut-être pas libre, qu'il était sous emprise et qu'il n'avait peut-être pas le discernement. C'est son état de santé qui avait alerté. Quand les médecins l'avaient vu, ils ont dit il faut le placer. Jacques. Là où c'est très difficile à apprécier, pour être un peu... pour jouer le rôle de son avocat, si je puis dire, c'est qu'il n'était pas reclus et maltraité au sens de la dénutrition, même s'il avait beaucoup maigri. Il faisait 27 kilos. Mais c'était un cas... Non, mais elle, ce qu'elle explique, c'est que c'était un cas atypique, qu'elle l'habillait apparemment comme Louis XIV, qu'elle lui enseignait beaucoup de choses, parce qu'elle enseignait elle-même. Parce que... Voilà, donc ils avaient une façon de vivre qui était très particulière, très fusionnelle. Elle était beaucoup dans l'enseignement et tout. Bon, et c'est normal que la société, à un moment donné, compte tenu de son état physique, prenne cette décision. Mais bon, il y a aussi des gens qui ont une façon de vivre. Je ne parle pas de la malnutrition, mais je parle du reste, elle avait de l'enseignement. menti en disant qu'il existait. Or, les juges ont vu qu'il n'existe pas administrativement. Vous savez, elle avait dit ici, les néo-Philippines, je l'ai déclaré là-bas, etc. Elle n'avait pas déclaré l'enfant, Exactement. Eh bien, il n'y a pas de déclaration. Il n'y avait aucune existence légale de cet enfant. Et oui, il n'existe pas en France. C'est terrible pour lui. L'administration française ne le connaissait pas. Ça, c'est pas ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle l'avait enregistré aux Philippines. Oui, mais les juges ont dit pas d'existence légale. Voilà. Mais bon. Après, c'est vrai qu'il était de père inconnu. Oui. Il est quand même né aux Philippines et on ne peut pas écarter le fait que même qu'elle est quand même enregistrée là-bas, même si les autorités françaises n'ont pas de trace. Il n'y a pas de trace. Aucune trace. Malgré tout. Puis il n'a jamais été scolarisé, c'est même quelque chose de ça c'est vrai. complètement Mais fou, tu sais que c'est pas ce qui est imposé. Il était en mauvaise santé. La règle, c'est qu'il soit scolarisé, mais il peut l'être par ses propres parents. Ouais. C'est pas interdit en soi. Qu'est-ce que vous pensez de la décision de la justice? Son avocat va faire appel. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, elle est bonne. Il fallait que l'enfant soit retiré à sa mère. Voilà. D'accord. Oui. On a quand même entendu, le mot sursis, non? Oui, c'est ça. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a rien de définitif?
Non, ça veut dire qu'elle n'ira pas en prison. C'est-à-dire qu'il n'ira pas en prison. Sursis, si elle recommence, elle ira en prison. Le sursis. Mais sauf si elle recommence avec qui? Vu que l'autorité parentale c'est bien qu'elle est coupable. Elle est coupable. C'est-à-dire qu'elle fait un autre délit. Si demain elle fait autre chose, elle a 2 ans de sursis. Voilà, là encore une fois, pour ce cas-là. Mais ils lui ont enlevé son enfant. Oui, mais sa vie, elle est détruite à ce jeune parce qu'il a été totalement dans une bulle. Il ne pourra jamais reprendre une vie normale. Son enfance, je pense qu'il est cramé. Maintenant, espérons qu'il Là où c'est très troublant, c'est que c'est quelqu'un de très intelligent, féru d'histoire, qui a appris énormément de choses. Il était plongé dans la bibliothèque toute la journée, donc il avait un intellect qui est quand même... Il avait l'air heureux, je vous dis. Il a un intellect qui est quand même extrêmement développé. Il est heureux forcément parce qu'il a aucun esprit de comparaison avec quelque chose de normal. Donc en fait, lui, il sort de là. C'est là maintenant que pour lui, il est malheureux parce qu'il a grandi dans un truc où il était complètement biaisé par le monde que lui avait créé sa mère autour d'elle. Ce qui était inquiétant, c'était son poids. Ça c'est sûr. 1m47, 27 kilos. Il avait aussi un retard quand même intellectuel. Donc même si elle le nourrissait avec le homeschooling, etc., qu'elle lui apprenait vachement de trucs, ils ont constaté quand même que pour 14 ans, il avait un retard d'intelligence. Là, elle est libre. Oui. Mais elle n'a plus la garde de son enfant, et elle a 2 ans de sursis, 2 ans de prison et de sursis. Est-ce qu'elle aura un droit de visite? Parce que quand même, malgré tout, cet enfant, il doit avoir un attachement à sa mère. En fait, moi, la seule chose qui me préoccupe, c'est l'enfant, en fait. Qu'est-ce qu'il ressent? Parce que si on l'empêche de voir sa mère... C'est exactement ce que dit son avocat. Il dit que c'est une décision qui va à l'encontre, en fait, de la sphère et de ce qu'ils ont créé. Tout à l'heure, je parlais de fusion. Non, c'est pas parce que tu n'as plus l'autorité parentale que tu dois pas ton enfant. L'autorité parentale, c'est différent. C'est-à-dire que, par exemple, si ton enfant est malade et qu'on doit te demander une autorisation pour l'opérer, pour faire une transfusion, pour ceci, ce n'est pas à elle qu'on va demander. Mais comme Gilles a dit qu'il était placé, elle a le droit de visite. Mais ça, c'est autre chose. On ne sait pas encore si elle a un droit de visite. Ce sera, à mon avis, le juge verra si... il a besoin que sa mère le voie quand même ou s'il faut tout couper. Et c'est pour ça que l'avocat a fait appel, parce que lui, il estime que cette décision va à l'encontre des intérêts de la mère et de l'enfant. C'est incroyable, c'est comme dans les films, en fait, les folles qui ont un enfant et qui le tiennent dans les greniers, c'est exactement ça. Et donc l'attachement, oui, parce qu'il connaissait personne d'autre. Sans doute qu'en plus de ça, socialement, bien sûr, elle le tenait à l'écart. Donc là, on est plus sur le principe de Stockholm que sur de l'attachement pur, même si c'est sa mère, même si c'est sa génitrice et qu'elle lui a apporté des choses. On retrouve un peu le même phénomène dans les sectes, lorsque des enfants ont vécu selon des préceptes et des règles de vie qui sont assez éloignées des nôtres, mais qui en réalité ne voient pas le mal et considèrent qu'ils ont eu une enfance normale. Merci à vous d'avoir réagi là-dessus. On va passer maintenant à la deuxième info. On va revenir sur la disparition très mystérieuse et inquiétante de Lina, 15 ans, qui reste introuvable depuis le 23 septembre. S'il n'y a eu aucun gros rebondissement depuis le week-end dernier, Paris Match a consacré une grande enquête à cette disparition. Selon la journaliste sur place dans le village, l'ambiance est très particulière. Elle parle même de psychose dans cette zone du Bas-Rhin. Un reportage qui coïncide avec les déclarations de cette jeune femme qui n'ose plus marcher seule. Regardez. Il y a presque plus personne qui sort le soir à cause de ce qui se passe. C'est rare qu'il y ait des personnes, mais ils sont toujours à 2. Mais tout seul comme Lina, non. Moi, je rentre en même temps que ma meilleure amie et je sors plus. Et même que le matin, je stresse pour aller à la piste cyclable où je passe. Je stresse vraiment, je regarde tout le temps derrière moi s'il y a quelqu'un ou pas. Que ce soit à l'aller ou au retour. Oui, dans le reportage de Paris Match, qui est très circonstancié, c'est presque heure par heure, avec une description très fine des lieux. Eh bien, la journaliste décrit une ambiance, effectivement, qu'elle compare à celle de la Vologne pour l'affaire Grégory en 1984. C'est-à-dire qu'elle dit que les parents ne laissent plus sortir leurs enfants, que tout le monde se soupçonne, qu'il y a un climat terrible, presque de terreur, de panique. Donc c'est très évocateur de ce qui se passe dans le village aujourd'hui. Voilà. Elle dit, ils disent dans le village, je ne laisse plus mon petit-fils revenir à pied, raconte une voisine. Elle n'est pas la seule à ne plus vouloir voir sa descendance emprunter seule les routes de campagne. Les inconnus sont regardés avec suspicion. Un autre habitant a été poursuivi après qu'un témoignage sur une Clio bleu foncé soit sorti dans la presse. Notre Clio, gris foncé, dit-il, a été prise en chasse par un riverain au volant de son énorme 4x4. Vous faites quoi sur ce chemin? Vous avez une Clio? J'ai appelé les gendarmes. Oui, il y a les secrets des uns et des autres qui commencent à sortir, presque de l'espionnage. On regarde à travers la fenêtre et l'article décrit très bien ce climat extrêmement particulier. Lina, les parents ont informé la gendarmerie. Elle était entendue par les enquêteurs cette semaine. Freddy, son papa, était avec nous lundi et elle a été entendue, cette adolescente. Oui, elle a été entendue. Alors c'est une des pistes. En fait, ils ouvrent toutes les pistes pour les refermer ou pas. Pour le moment, ils sont en train de vérifier chaque témoignage, sa crédibilité. Il y a des témoignages contradictoires. Donc ils sont en train d'étendre l'enquête à une cellule régionale avec des officiers de police judiciaire qui ont des spécialités différentes pour tenter d'avancer, mais ils ont quand même dit que ce serait une enquête de longue haleine. Alors, justement, on a eu l'impression que ça bougeait beaucoup
le week-end dernier. Et là, depuis 5 jours. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a vu que la maman était intervenue cette semaine? Elle a demandé à ce que les journalistes arrêtent de parler à tort et à travers, de l'interviewer. Et elle veut reprendre le contrôle global de la communication, que personne ne parle globalement à part elle. Voilà. Est-ce que c'est parce que aussi peut-être l'enquête avance, mais qu'il y a moins de choses qui sortent et qui font qui sortent, voilà. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de gens qui ont parlé. Alors, on va dire à tort et à travers. Certains ont sans doute raison, mais il y a eu tellement de témoignages contradictoires que la maman a dit maintenant on arrête. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que pourquoi longue haleine? Parce que c'est l'utilisation de la téléphonie qui va peut-être faire avancer les choses. Là où Lina a disparu, il y a 3 ans, c'est une zone rurale, il y a 3 antennes relais autour où ça peut borner. Donc, ils sont en train, avec les 4 opérateurs téléphoniques, de récupérer tous les numéros qui ont borné autour de là où elle a disparu, autour de la départementale. Le problème, c'est qu'il faut réceptionner tout ça, trouver les identités et voir si parmi ces gens-là, il y aurait d'éventuels délinquants sexuels. Mais ça peut prendre du temps, des jours ou des semaines. Merci en tout cas Gilles pour ces infos et on va voir s'il y a des infos qui vont tomber ce week-end. Dans les infos du show, il y a aussi ces propos d'un éditorialiste de la chaîne LCI qui ne passe pas du tout. Vous allez voir, ils ne sont pas passés apparemment, il y a eu de grosses réactions là-dessus. Hier soir, alors qu'il évoquait un vrai fléau, les étudiants qui galèrent à se nourrir et qui du coup se rabattent sur les paniers gratuits, un éditorialiste a tenu des propos qui ont énormément choqué sur la toile, comme on dit. Pour lui, la pauvreté recule dans le pays et il ne veut pas, je cite, donner l'image d'un pays où les gens auraient faim. Mauvais timing, hein, où les moments où les restos du cœur n'ont jamais eu autant besoin de soutien. Regardez. Des gens font la queue pour essayer d'obtenir à manger. Ils étaient 400 hier. Ce sont des étudiants. Les places sont prises tellement à l'avance. Je pense que les gens sont vraiment dans le besoin de plus en plus. On ne peut pas rester insensible à ça, Pascal. Bien sûr qu'on est sensible au fait que les étudiants souvent sont les premiers confrontés à ce type de difficultés. Alors, je veux relativiser, je veux surtout pas qu'on donne l'image d'un pays dans lequel finalement les gens auraient faim et feraient la queue à la soupe populaire. C'est ce qu'on vient de voir, hein, littéralement. Ouais, c'est une facilité. Enfin, vous avez vu, ces jeunes gens, ils sont pas non plus dans le dénuement le plus absolu. Si c'est pour faire du misérabilisme, ne comptez pas sur moi. Alors, est-ce que là, qu'ils comprennent ce qu'il dit? Non. Non, vraiment. Non, pardon, mais quand il dit c'est une facilité, c'est facile pour personne de faire la queue devant le Secours populaire ou devant les Restos du Cœur ou devant une banque alimentaire. C'est absolument pas facile. J'imagine comme tu dois mettre ton ego de côté pour aller demander à ce que tu puisses nourrir tes enfants. Je rappelle simplement, le Secours populaire, ce qu'ils ont dit, 1 Français sur 3 ne fait pas 3 repas par jour, 1 Français sur 3 se prive pour que ses enfants ne se retrouvent pas devant une assiette vide et 1 Français sur 5 n'arrive pas à boucler son budget mensuel et vit à découvert. C'est pas facile. Il y a Sophia qui voudrait réagir là-dessus. Et je pense pas surtout qu'en étant jeune, on aimerait manger ce genre de repas. Je pense qu'ils aimeraient, je sais pas, prendre un fast-food ou quoi avec leurs amis. Donc je pense pas que ce soit, comme elle dit Valérie, une facilité pour eux. Oui, Gilles. Un étudiant sur 2 ne mange pas à sa faim. Donc moi, je suis révolté par ce qu'il dit. On a l'impression comme ça que ça passe, ou peut-être qu'on exagère. Quand on voit les files d'attente des étudiants pour manger, c'est incroyable. Ce qu'on voyait pas avant. Delphine, tu voulais dire un truc? Moi, j'arrive à comprendre ce qu'il dit parce qu'effectivement, ce n'est pas une généralité. Parce que si c'est vraiment une généralité, c'est que c'est très grave ce qui se passe. C'est un problème. Il faut que ce problème soit réglé avec des aides ou des tickets resto ou quoi que ce soit, des choses, voilà. Mais ce n'est pas une généralité, heureusement. Donc moi, j'arrive à comprendre ce qu'il dit. Sauf que c'est en train d'en devenir une parce que ça montre à quel point il y a de plus en plus de monde. Aujourd'hui, quand on voit les queues là, c'est pire que pendant le Covid. Et ces jeunes-là, ils sont pas là à faire la fête. Enfin, c'est des moments où peut-être qu'ils ratent sur leurs cours, c'est des moments peut-être qu'ils ratent sur des moments où ils pourraient travailler. Et ils sont là à faire la queue, à attendre des heures et des heures pour pouvoir manger, juste se nourrir. C'est un besoin primaire, quoi. Tu peux pas dire que c'est pas un problème général, puisque selon les chiffres officiels de l'adresse, l'Institut statistique du gouvernement, un quart des 18-24 ans vit sous le seuil de pauvreté en France. Et il ne faut pas oublier que pour accéder au Restos du Cœur, il faut s'inscrire et il faut prouver qu'on est en difficulté financière. C'est pas un hasard, on ne vient pas comme ça. Je pense que ce qu'il a voulu dire, Pascal Perry, c'est qu'il veut dire qu'il y a beaucoup d'aide en France. C'est un pays où il vient beaucoup en aide. C'est ce qu'il a voulu dire. Voilà, je pense qu'il confond 2 choses. C'est un pays où il y a tous les filets de sécurité, y compris par les Restos du Cœur et par le monde associatif. Donc normalement, voilà. Mais la réalité des chiffres, c'est que c'est la population qui souffre le plus, les 18-24 ans, c'est la population qui est la plus pauvre et il y en a un quart qui vit sous le seuil de pauvreté. C'est grave. Qu'est-ce que vous voulez? Non, je dis c'est un sujet dont on va le plus en plus parler parce qu'à un an des Jeux, on veut donner une image au monde entier qui n'est pas forcément celle qui est la réalité. Donc on veut
écarter les rats, les punaises de riz, qu'il n'y ait pas de SDF, pas de resto du cœur, etc. pour donner une belle image de la France. Et c'est pour ça qu'on parle de ça en ce moment. Ah bah si on peut pas élever le débat, vous me le dites tout de suite. Non mais lui... C'est vrai que les punaises de riz, ça élève vachement le débat. Sommes-nous tous des petits voleurs ? C'est en tout cas ce que confirme la plateforme Hotel.com qui a réalisé un sondage sur ces Français qui taxent des produits dans des hôtels, chaussons, produits de beauté, éléments de déco, peignoirs, etc. Plus d'un Français sur 3 a admis avoir déjà volé des produits dans des hôtels où ils ont séjourné. Je sais que vous aussi, c'est le cas ici. Hein. Regardez, dites la vérité. C'est un nouveau sondage étonnant qui vient de paraître dans la presse. Vol dans les hôtels, 38% des Français avouent avoir volé des objets. Souvent poussés par l'inflation, de plus en plus de Français repartent de leur chambre d'hôtel en dérobant quelques objets. Si les produits de beauté ou les chaussons sont les plus subtilisés, certains emportent même avec eux des rouleaux de papier toilette ou encore des œuvres d'art pour 2% des sondés. Des vols qui peuvent coûter cher à certains établissements qui estiment perdre 5 500 à 20 000 euros chaque année. Voilà, c'est fou ça. Qui a déjà volé ? Oui, ça compte les petits savons ou pas? Tout le monde a déjà volé. Les petits savons, ça compte les petits savons? Ouais, ça compte. Les petits shampoings, ça compte. Tout compte. Vous êtes des voleurs. C'est donné. J'appelle tout de suite la maréchaussée. Non. Oui. Non, les chaussons. Moi, j'adore les chaussons. Ah ouais, c'est vrai. Je les prends tous, les pantoufles. Tous les petits. C'est pas à nous, ça a la raison. C'est pas à nous, les chaussons, elle a raison. Bah oui, les petits shampoings, c'est à nous. Moi, j'ai l'impression que quand on paye l'hôtel, on paye les petits shampoings. Mais qui va remettre les chaussons? Mais c'est réutilisable. Les chaussons, je crois que t'as le droit, non? C'est jetable. Tu vas pas remettre les prix après derrière. Je les prends sans savoir. Tous les sachets de thé et café. Oh non. Quelle horreur, ce mec. La machine, il la prend aussi. C'est un crevard. Qu'est-ce que t'as pris l'autre? C'est un gros radin, en fait. Faites pas ça. C'est un énorme crevard. C'est un crevard. C'est intégré au prix de l'hôtel, le café, le thé. Oui, d'accord, pas tout à fait. Tu fais partie des 13% qui veulent le PQ aussi? Non, pas le PQ. Mais tu génères, tu me rassures. Ma faiblesse, c'est les peignoirs. Ah ouais. C'est grave. Les peignoirs, ça coûte de l'oseille. Voilà, donc je vais demander quand même si, etc., comme je l'ai mis, est-ce que vous allez le laver? Et si on me dit vous pouvez le prendre, alors là je le prends. Non, mais personne te dit Là, je demande. Personne dit que. Non mais attendez, les peignoirs, personne. Oui, Jean-Michel. Moi, un jour, j'ai démonté, vous savez, des appareils dans certains hôtels, on passe les chaussures dessous, ça se met en route automatiquement. J'ai été dans un magasin de bricolage, j'ai acheté du tournevis, je l'ai démonté, je l'ai embarqué. Ouais, Non. Ça, c'est clairement du c'est un appareil génial. Ça se trouve pas dans le commerce. Il y a que dans les hôtels qu'il y en a. T'es parti, tu l'as mis dans ta valise. C'est horrible. Ah oui, je l'ai pas pris sous le bras, je suis pas con non plus. Vous aimez être en peignoir chez vous? C'est une question. Vous, Sophie? Ah ouais, c'est sympa d'être en Vous peignoir. baladez comment chez vous? En peignoir. Non, vraiment? Non, ça. En peignoir. Je sais pas pourquoi je vous vois venir à des kilos. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, sans rien en dessous. Non, mais... En peignoir, tu En peignoir. Sans rien en dessous. le 100 mètres de l'équipe de France, c'est un peignoir. Mais moi, Vous sortez du bain. Donc quand vous êtes en peignoir, vous sortez du bain. Ah ouais. Vous prenez pas votre bain en combinaison de ski. Bah, moi non plus. Vous êtes en peignoir, vous, chez vous? Bien sûr. Vous êtes en petit peignoir comme ça Bien sûr, nous en peignoir. négligé. En négligé. Et votre peignoir, c'est un peignoir, les peignoirs qu'on met pour sortir du bain? Ou est-ce que c'est un peignoir, vous voyez, à la DSK? Voilà. Alors, il connaît mon peignoir. En soie, en or, avec les initiales derrière, un dragon. Ah ouais, la Rambo, un peu. À la Rocky Balboa. Non, pas du tout. Je me balade jamais en peignoir, je déteste ça. Ah bon? Je vous êtes comment alors déteste chez ça. vous quand vous rentrez? Vous vous déshabillez complètement? Vous êtes comment? Je reste comme ça, moi. Ah, vous restez Au comme cas où il y a une ambulance. Je reste comme ça, tranquille. Tiens, selon The Sun, c'est-à-dire le soleil, c'est le... C'est une question pour Moon, ça. Oh, Eh ben, je vais vous dire, il m'a enlevé l'envie de donner l'info. À tout de suite, le voter. Tout de suite.